Donc Benjamin, il faut que tu reconnectes ton micro et que tu Voilà, relances le document. très bien. Alors normalement, vous On devriez t'entend. nous entendre. Voilà, c'est une petite manipulation à laquelle on est contrainte et je vais donc pouvoir vous partager le document qui, j'espère, s'affiche On le normalement pour vous. on le voit. Bon webinaire. Très bien. Voilà, donc bonjour, à tous, merci pour, cette présence, votre présence, pour ce moment d'échange, hein, entre nous, qui va être consacré à un sujet très dense, très vaste, la gestion de la ressource en eau avec les enjeux, pour les collectivités, sachant que, on est contraint par le temps, donc on a été obligé de faire des choix. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez, des demandes qui, ne seraient pas, considérées aujourd'hui à nous en faire part et puis bien évidemment, si on a besoin de davantage de temps d'échange, on pourra, consacrer ce temps-là, un temps plus personnalisé, si vous nous contactez, au, service téléphonique. Alors, le, le sujet, alors, vous voyez ici quelques exemples de questions qui nous ont été posées dernièrement, notamment l'une, qui porte finalement sur une problématique plutôt privée, finalement. On a parfois des sujets de cette nature qui semblent finalement induire des réponses, d'acteurs publics et qui relèvent en fait de considérations privées. Donc c'est pas inintéressant de voir finalement l'ensemble, que finalement ce sont des sujets finalement qui concernent absolument tous les acteurs, publics ou privés et qui est, vraiment en réseau en fait, hein, c'est quand même très, très symptomatique. Alors, sur le constat, tout d'abord, là, il y a un constat finalement qui est unanimement partagé ou quasi unanimement partagé, à savoir que l'eau constitue une ressource précieuse et rare. Autant on peut, avoir des débats entre experts, entre spécialistes sur, des sujets relatifs au changement climatique, à l'artificialisation des sols, on a, des, débats qui sont parfois houleux même au parlement sur, le caractère, finalement rare de l'eau, c'est, un sujet qui fait consensus. Donc vous voyez quelques données chiffrées ici qui sont quand même assez parlantes, assez, évocatrices, notamment le fait que moins de 1 de l'eau, disponible sur terre est, peut permettre des usages, pour l'homme, hein, pour répondre aux besoins de l'homme, donc c'est quand même, un chiffre très, très parlant. En France métropolitaine, ce sont les besoins agricoles qui consomment 60 de l'eau et puis on a une ressource en eau renouvelable qui a diminué de manière assez sensible en France métropolitaine, lors de la dernière décennie par rapport aux années 90, 14 de baisse, avec finalement des éléments en miroir, c'est-à-dire qu'on a à la fois une baisse, une diminution quantitative de la ressource, qui est corrélée à une minoration qualitative, hein, avec des enjeux de pollution notamment qui sont extrêmement importants. Et à l'horizon 2050, les modèles scientifiques du GIEC prévoient une baisse de 10 à 40% hein, du débit des rivières en France, ce qui est quand même très inquiétant. Donc il y a une trajectoire de sobriété, on en reparlera, qui a été, mise en avant par, le gouvernement en 2023, dans le cadre de son fameux plan eau, qui vise à atteindre au moins 10 d'économie d'ici 2030. Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux et qui, nécessite de, finalement mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc aujourd'hui, on va, regarder un petit peu ce que vous pouvez faire en tant que collectivité locale, pour, participer à cette trajectoire, mais sont, attendus aussi les professionnels, les industriels, le secteur agricole et puis aussi les ménages, les particuliers qui ont un, heu un mot à dire, hein, sur finalement la sobriété, hydrique. Alors sur vous voyez donc des petits schémas qui sont, souvent, intéressants. Donc là, le petit cycle de l'eau, vous savez, hein, le petit cycle de l'eau, c'est le cycle,
qui résulte de la main de l'homme en fait, hein, qui est tributaire des activités humaines et qui malheureusement aujourd'hui vient en confrontation souvent avec le grand cycle de l'eau, perturbe le grand cycle de l'eau qui lui est le cycle naturel. Donc là, il y a des enjeux également de rétablissement finalement du grand cycle de l'eau et d'amélioration qualitative du petit cycle de l'eau. Donc ça, ce sont des enjeux macro, si je puis dire, hein, qui sont au niveau des bassins et qui sont évidemment fondamentaux. Ici, un petit schéma qui est issu de l'OFB, hein, l'Office français de la biodiversité, et qui rappelle bien comment les usages humains altèrent les ressources. Tout cela accéléré aussi par le changement climatique, puisqu'il y a quand même des enjeux en termes de sécheresse. On est actuellement dans une période qui est suffisamment parlante. Et donc, les usages humains, finalement, vont altérer à la fois donc la quantité de ressources disponibles et également sa qualité, avec des rejets des pollutions qui, vont finalement avoir pour conséquence notamment de d'amoindrir la qualité des zones humides, de mettre en péril un certain nombre de captages qui sont des éléments fondamentaux pour l'approvisionnement. Et puis il y a aussi bien sûr des enjeux au niveau agricole, etc., etc. Un schéma ici qui est issu du dossier de presse hein, de 2023 qui avait été présenté à l'occasion de la mise en œuvre du plan eau et donc les pourcentages finalement par secteur d'activité de prélèvement et de consommation. Donc on voit que, en ce qui concerne les usages agricoles, c'est quand même intéressant. Les usages agricoles finalement ne prélèvent pas tant, d'eau que cela. C'est assez, proportionné finalement à, l'importance du secteur par rapport à l'ensemble des opérateurs économiques. Mais en revanche, en termes de consommation, on est à 58-60 de consommation sur, les, 4 000 000 de mètres cubes d'eau consommée. Donc là, en effet, le secteur agricole doit être mobilisé beaucoup. Alors, sur le cadre normatif, on a choisi de vous faire une petite présentation succincte pour que vous ayez les éléments à l'esprit. C'est un cadre assez simple, en fait, qui a une clé de voûte. C'est une directive cadre européenne qui date de 2000 et qui avait défini la notion de bon état des eaux. Trajectoire vers laquelle doivent tendre tous les États membres. Donc les États membres devaient établir des plans de gestion des bassins hydrographiques en fonction des bassins géographiques naturels. C'est-à-dire que ce qui a été demandé à partir de 2000, c'est finalement qu'on ait une cohérence entre la planification et finalement les bassins versants. Ce n'était pas toujours le cas et ce n'était pas le cas dans tous les pays. Et cette directive a été complétée par des textes plus spécifiques heu, que l'on vous a cités ici, notamment la directive sur l'eau potable. Donc elle a établi des règles pour mettre fin à la détérioration de la ressource en eau au sein de l'Union européenne, parce que ça, c'est un constat qui a été fait de manière très générale, et donc en vue de parvenir à ce fameux bon état. Sachant que la mise en œuvre de cette DCE s'effectue selon des cycles de 6 ans. Donc actuellement, on est dans milieu du cycle 2022-2027. Au niveau national, on a 4 grandes lois finalement. C'est assez simple, donc 2 qui ont été instituées avant cette directive cadre. La première date de 1964, donc elle a créé finalement à l'époque, dans un contexte d'industrialisation et d'urbanisation croissante, elle a, enfin posé un principe de gestion de l'eau par grands bassins versants et cette structuration-là, nous est, parvenue encore aujourd'hui. C'est toujours celle que l'on retrouve aujourd'hui avec la création d'une agence de l'eau, d'un comité de bassin, hein, qui est une sorte de petit parlement finalement local, hein, qui est composé de plusieurs collèges, et puis un préfet coordonnateur de bassin. Le préfet coordonnateur de bassin, c'est le préfet de la région siège de l'agence de l'eau. Et au niveau national, la création d'un comité national de l'eau
avec des déclinaisons également locales, puisqu'on a désormais des commissions locales de l'eau. Ensuite, il y a une grande loi en 92, la grande loi sur l'eau de 92, qui a organisé la planification, qui a institué les fameuses DAGE, hein, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont encore aujourd'hui le grand document régional planificateur, parfois même supra-régional d'ailleurs, hein, et qui est élaboré donc pour chacun des bassins hydrographiques. Voilà, avec une élaboration donc qui émane des comités de bassin dont on vient de parler et également des associations. Parce que dans le secteur finalement de la planification de l'eau, finalement, on constate et je pense que c'est plutôt vertueux, on constate que tout le monde est mobilisé, y compris les acteurs privés et en particulier les associations. Et les orientations donc qui sont fixées par ces schémas, donc les SDAGE, seront opposables à toutes les décisions administratives dans le domaine de l'eau. Vous connaissez cela bien sûr, on n'y revient pas. Et à l'échelle des sous-bassins, eh bien, il est possible d'instituer, ce n'est pas une obligation, hein, il est possible d'instituer des SAGE. Aujourd'hui, une grande partie du territoire français est couvert par des SAGE et ceux-là vont comporter donc un PAGD, un règlement, donc sur le même modèle finalement que, les documents locaux d'urbanisme. Et cette loi de 92, elle a également instauré une obligation de déclaration ou de demande d'autorisation pour les projets susceptibles d'avoir un impact sur la ressource en eau. C'est l'acronyme IOTA, hein, qu'on rencontre parfois, et ce régime-là est toujours valable aujourd'hui. C'est pour ça que c'était intéressant de faire un petit historique parce que ces lois successives ont inscrit dans le droit national des dispositifs juridiques qui existent encore aujourd'hui. Ensuite, donc la directive cadre et postérieurement à cette directive, donc 2 lois. La première, c'est une loi de transposition, 21 avril 2004, tout simplement. Et puis la dernière grande loi sur l'eau, elle remonte à près de 20 ans quand même désormais, hein, 30 décembre 2006. Elle a été renforcée quand même par la loi Grenelle 1 en 2009 et elle a notamment revu les principes de tarification de l'eau. Elle a tenu compte ou elle a prévu de tenir compte du changement climatique dans l'ensemble des décisions relatives à la gestion de l'eau et puis elle a également renforcé finalement les, pouvoirs de police, de l'eau, finalement. Enfin, bien sûr, l'article 45 de la loi, résilience, climat et résilience qui a affirmé que, les écosystèmes aquatiques et marins étaient des éléments essentiels du patrimoine de la nation. Alors, on parlait des bassins hydrographiques. Vous avez ici la liste de ceux-ci, donc vous voyez, ils sont quand même très peu nombreux. On est vraiment sur un niveau suprarégionales en métropole, hein, 7 bassins métropolitains et qui ont chacun une agence de l'eau qui pilote finalement la gestion au niveau de l'État. Et on a 5 bassins d'outre-mer. Donc en fait, ces bassins hydrographiques qui répondent aujourd'hui à une logique finalement géographique, hein, puisque finalement la limite du bassin peut inclure les bassins versants de plusieurs fleuves. Donc quand on regarde une carte, on a ça saute tout de suite aux yeux, hein, on a vraiment on s'approche au plus près des lignes de partage des eaux. Parfois on s'en éloigne, mais on a quand même une cohérence géographique aujourd'hui qui paraît assez incontestable. Et donc c'est, le territoire administratif de gestion de l'eau, ce bassin hydrographique et qui est donc piloté par l'agence de l'eau, qui est une agence nationale, bien sûr, autorité, indépendante, administrative indépendante. Alors la définition du bassin versant ici, donc c'est une surface d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau et il se définit comme l'aire de collecte des eaux considérée à partir d'un exutoire et ses limites sont les lignes de partage des eaux. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la géographie a commandé l'administration, si je puis dire, ce qui était quand même, à mon sens et je pense, selon les spécialistes et les experts du sujet, une nécessité, afin finalement ensuite de décliner au niveau, le régional, puis au niveau local, des solutions qui ne sont pas forcément, dupliquées ailleurs, hein. C'est au niveau des sages que cela se répercute le plus. Quand vous consultez, c'est toujours intéressant, différents sages, eh bien, on constate finalement que les priorités, ne sont pas nécessairement les mêmes. Certains, sages vont, insister sur la préservation du maillage bocager, par exemple, d'autres sur la protection des zones humides, d'autres vont beaucoup jouer sur la question de la continuité du cheminement de l'eau. Tout ça est évidemment tributaire de la géographie.
et des ressources disponibles. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions dans un premier temps sur ces premiers constats. N'hésitez pas, en effet, à nous interroger, si vous le souhaitez, hein. On est là évidemment pour répondre à vos questions ou même à échanger entre vous, pour nous faire part aussi de vos retours d'expérience parce que c'est toujours pédagogique et intéressant. Alors on prendra peut-être des questions plus tard. On va poursuivre avec la question des outils juridiques et de planification. Alors sur Ben, ces oui? Benjamin, il faut que tu Oui? rebascules sur ton document. Ah! Alors, pardon, il y a eu, vous ne le voyez plus? Ou alors il est en train de se recharger. Je pense que c'est quand tu as basculé D'accord. sur les Ah oui, conversations. sur les conversations. Voilà, on le reprend ici. Donc les dispositifs de planification. Alors vous connaissez cela également, hein, on va passer en revue assez rapidement. C'est simplement pour que, figure, l'ensemble des documents importants. Donc au niveau de la planification, donc on a le document majeur, c'est donc le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc qui fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins les objectifs de qualité et de quantité des eaux, ainsi que les orientations qui permettent d'assurer donc une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Benjamin, Et donc excuse-moi, je oui, t'arrête parce qu'on voit oui, toujours pas le ah, document, en fait. alors là, Donc, heu, comment se fait-il? Je vais peut-être le repartager, oui, je vais peut-être le repartager. Alors excusez-nous pour ce petit contretemps. il y a pas de souci. Je pense qu'il est en train de voilà, parfait, super. C'est tout bon, merci. Mmh. Très bien, merci Catherine. Donc le schéma, de directeur d'aménagement et de gestion des eaux qui peut être donc complété, voire décliné pour un périmètre géographique plus réduit qui correspond à l'échelon des sous-bassins, comme on l'évoquait tout à l'heure, donc par le SAGE, et le SAGE doit être compatible avec le SDAGE. Là, on est sur des rapports de compatibilité tout à fait traditionnels en droit de l'environnement et en droit de l'urbanisme. Donc d'une manière générale, un petit rappel, les dispositions du SAGE ne sont pas directement opposables aux autorisations d'urbanisme, hein, telles que bien sûr les permis de construire, mais ces autorisations sont, elles, conformes ou doivent l'être en tout cas avec les documents d'urbanisme, de type PLU, qui eux doivent être compatibles avec les SAGE. Donc on est sur des rapports tout à fait classiques de conformité puis de compatibilité au niveau des documents supérieurs. Autre dispositif de planification, le projet de territoire pour la gestion de l'eau. Alors ça, c'est un peu moins connu, le PTGE. En fait, c'est un document qui, n'est pas normatif. C'est un document, qui relève de ce qu'on appelle le droit souple ou le droit mou, qui n'a donc pas de nécessité finalement de compatibilité avec d'autres documents, mais qui doit être construit en cohérence. C'est-à-dire qu'il doit être harmonieux finalement, avec les orientations fondamentales et les objectifs du SDAGE. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas le PTGE puisqu'il y en a simplement une centaine aujourd'hui en France, hein. C'est un document qui est en phase ascendante, si je puis dire, dans ses créations et qui est quand même assez intéressant parce que finalement, il vient compléter les objectifs du SAGE. Ils n'ont pas tout à fait la même vocation. C'est un projet qui finalement, hem, convoque un dialogue territorial impliquant les collectivités territoriales et qui finalement vise à réaliser un diagnostic des ressources disponibles. Donc c'est vraiment un document de diagnostic et ensuite de réponse. Quel est le projet du territoire? Là aussi, on est à l'échelle du SAGE, donc c'est plutôt l'échelon d'un bassin versant ou d'un sous-bassin. Et donc l'idée, c'est finalement d'identifier les programmes d'action possibles pour atteindre une meilleure sobriété hydrique, une meilleure fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, et puis ensuite donc suivre et évaluer la mise en œuvre des dites actions. Donc là, on vous a
mis dans cette page un lien vers un guide d'élaboration du PTGE qui a été, élaboré par le ministère de la Transition écologique et qui est, très intéressant. Et puis dans les autres dispositifs de planification qui sont bien connus, on a bien sûr le schéma de distribution de l'eau potable, qui est régi par le Code général des collectivités territoriales, donc qui détermine les zones desservies par le réseau de distribution, y compris les zones dans lesquelles il est, pertinent d'installer des fontaines d'eau potable. Voilà. Ensuite, on a le schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées et puis les fameux zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Donc tout ça sont des rappels, c'est simplement pour avoir bien à l'esprit l'architecture juridique d'ensemble, finalement qui est assez simple, avec 7 directives cadres, 4 grandes lois structurelles, les documents régionaux de planification, le SDAGE, qui est au même niveau que le SRADET. Ensuite, on a en effet le SAGE, qui peut être élaboré, mais à titre facultatif, le PTGE qui peut venir en cohérence avec le SAGE, et puis les documents locaux qui sont là élaborés au niveau communal ou au niveau de l'EPCI. On aurait pu également évoquer, parce que c'est important, la compétence GEMAPI, bien sûr, hein, puisque les autorités gémapiennes ont un rôle à jouer en termes de gestion des milieux aquatiques, par définition, et de prévention des inondations. Hein. Donc dans les enjeux finalement de restauration des zones inondables, finalement, l'autorité GEMAPI a un rôle central. Et dans une instruction ministérielle du 9 juillet 2024 que je vous invite à consulter parce qu'elle est assez, claire dans ses enjeux, dans ses exposés, eh bien, le gouvernement invite les préfets à ce que progressivement et d'ici 2027, tous les sages, donc notamment à l'occasion de leur révision, hein, c'est la révision qui va servir finalement de point d'entrée de cette demande, et également tous les PTGE intègrent des trajectoires chiffrées des prélèvements en phase avec les projections d'évolution des ressources pour leur retour à l'équilibre quantitatif. Donc là, la logique, c'est une logique que l'on a déjà constatée au niveau de la réduction des espaces consommés pour la trajectoire ZAN, par exemple, même si cette trajectoire aujourd'hui est largement assouplie avec les dernières mesures prises, mais tout de même, elle existe toujours. On l'a vu aussi dans les planifications des installations de production d'énergie renouvelable. Eh bien, aujourd'hui, ce qui n'était pas la logique des années 2000 ou 2010, il faut intégrer des trajectoires chiffrées afin finalement de faire des bilans d'étape plus objectifs par la suite. Donc un niveau d'exigence accru et le préfet, donc référent du PTGE, devra s'assurer que la structure porteuse du projet formalisera bien une feuille de route avec un horizon cible de finalisation sous 2 ans. Voilà. Donc, trajectoire chiffrée. Donc, si vous êtes chargé notamment de la gestion et du pilotage des sages, eh bien, à l'occasion de la révision, il faudra bien être attentif à intégrer ces données-là. Petit élément sur la traduction en droit de l'urbanisme, là encore, donc les documents locaux des SCOT jusqu'aux cartes communales doivent être compatibles ou s'ils ne le sont pas déjà, rendus compatibles dans un délai de 3 ans avec les objectifs de protection définis par les sages et ils doivent être mis à jour donc si nécessaire après approbation ou révision du sage. Voilà, donc si un SCOT existe, c'est lui qui doit être compatible. Si il n'y a pas de SCOT, eh bien la compatibilité s'exerce directement avec les documents d'urbanisme locaux de manière donc directe. Alors, ce qu'on peut, on peut s'arrêter, hein, sur ce point parce que c'est important. Il y a, dans la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, donc des possibilités finalement à tous les niveaux, hein, de ces documents, d'intégrer des principes généraux, relatifs donc à la gestion de la ressource en eau. Par exemple, dans le PADD, on peut envisager d'identifier des secteurs, stratégiques, identifiés comme stratégiques, et donc également d'instituer des objectifs de restauration, voire de reconquête d'un certain nombre de milieux.
Même chose au niveau des documents d'orientation et d'objectifs, hein, les DOO. Eh bien, on peut là aussi, intégrer des trames vertes et bleues, intégrer des, zonages d'expansion des crues, et cetera, et cetera. Donc tout ça, ça se décline par capillarité comme habituellement dans les documents locaux d'urbanisme. Voilà, donc ça c'est pour la planification. Au niveau des outils dont les collectivités locales peuvent, bénéficier. Alors on en a choisi un certain nombre, c'est pas exhaustif parce que finalement les outils sont très divers, sont très nombreux. Les principaux sont ceux-là. On a le droit de préemption dit ressources en eau qui est, récent, qui a été institué, dans les articles L218-1 codifié pardon, dans les articles L218-1 et suivants du code de l'urbanisme. C'est un droit de préemption qui peut être institué par le préfet, mais à l'initiative de la commune ou du groupement qui est compétent pour, contribuer à la préservation de la ressource en eau. Donc c'est le préfet qui institue le droit de préemption, mais il appartient à la collectivité ou à l'EPCI. Hein, donc c'est un régime un peu hybride et il peut s'appliquer à un certain nombre d'aliénations dont la liste figure ici, en particulier donc les biens immobiliers à usage agricole, hein, ce sont eux qui sont concernés au premier chef. Et alors c'est un droit de préemption qui pour l'instant n'est pas beaucoup utilisé, d'après les retours que l'on a lus, mais qui a sa raison d'être malgré tout. Autre outil, ce sont les périmètres de protection de captage d'eau potable. Alors les périmètres, ils ont une vocation plutôt, de santé publique, de préservation de la santé publique. D'ailleurs, c'est le code de la santé publique, qui en définit le cadre juridique et c'est une servitude donc qui est instituée par une DUP, hein, des travaux de prélèvement d'eau et qui comprend donc différents périmètres, du périmètre de protection immédiate jusqu'à un périmètre de protection éloignée pour les points de prélèvement non sensibles. Alors, dans l'instruction que l'on évoquait tout à l'heure de 2024, eh bien, il est constaté hein, par les pouvoirs publics finalement que la protection des captages constitue un, un- un élément fort finalement, un chantier fort, puisqu'on a 1000 captages qui sont définis comme prioritaires finalement, et un certain nombre d'entre eux, une centaine de captages sont abandonnés ou fermés chaque année. Hein, notamment en raison de pollutions qui ne sont pas traitables. Et donc là, il y a en effet une mobilisation d'un certain nombre d'acteurs qui est attendue. Sachant que, donc là, le périmètre, c'est un périmètre relativement restreint donc de protection du captage, mais qui s'intègre également dans ce qu'on appelle les aires de protection des captages, qui elles ont une vocation plus environnementale, plus ayant trait à l'aménagement. Donc les deux, finalement, les deux périmètres doivent se coordonner. Donc on attend, il y a une réponse ministérielle qui date du 4 mars 2025, on attend la publication d'un arrêté interministériel de définition des captages sensibles et un guide apparaître prochainement, donc qui doit permettre donc de rendre plus lisible le diagnostic du captage. Donc si vous avez des interrogations par rapport à des captages situés dans vos territoires, ces éléments devraient pouvoir vous aider. On a aussi eu cette année des aides issues de la stratégie donc Ecophyto hein, 2030 pour aider justement à une meilleure délimitation des aires d'alimentation des captages et donc notamment pour finalement recenser les captages les plus prioritaires. Parce que la perte de ressources, la perte quantitative de ressources, elle s'analyse véritablement enfin, je dirais elle se traduit véritablement par la perte de ces captages. La perte de ces captages, c'est à chaque fois quelque chose de très difficilement réversible, forcément.
Et cette aide, viendra s'ajouter donc aux 2 milliards d'euros d'Aqua-Prêt, hein, qui sont mobilisés par la Banque des Territoires, on en dira un mot tout à l'heure, et aux enveloppes des agences de bassin, puisque les agences de l'eau, bien sûr, contribuent financièrement beaucoup à la réalisation de ces diagnostics. Parmi les outils juridiques qui peuvent être utilisés également, on a les zones stratégiques pour la gestion de l'eau, donc les ZSGE, qui sont des zones consacrées aux zones humides, en fait, hein. Donc ce sont des zones stratégiques de planification qui tiennent compte de l'existence de zones humides ou de parties d'entre elles et qui représentent un intérêt majeur pour la protection de la ressource en eau. Voilà, ou la réalisation d'objectifs de quantité et de qualité des eaux, qu'elles soient souterraines, superficielles, les nappes phréatiques notamment. Donc ces zones sont définies au sein du SAGE, on est au niveau du SAGE, et elles permettent, comme les attendus du SAGE d'ailleurs, de répondre aux objectifs de qualité et de quantité que fixe le SAGE. Ces zones peuvent faire l'objet de servitudes d'utilité publique, voilà, et elles peuvent être demandées, c'est ça qui est intéressant, par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau ou situés dans leur bassin versant ou dans une zone estuarienne. Voilà, donc peut-être que dans les sages qui vous concernent, vous avez intégré ce type de zone. Et puis un mot sur les fameuses autorisations administratives déclarations. Donc ça, c'est la fameuse loi sur l'eau de 1992 qui a instauré ce régime, qui a été ensuite revu régulièrement, puisque on a donc des prélèvements en eau qui sont soumis soit à autorisation, soit à déclaration en fonction des volumes. Il existe donc une nomenclature, hein, extrêmement précise, heu, annexée au code de l'environnement, à l'article R 214-1. Donc ce sont essentiellement des dispositifs de puisage, de sondage, de pompage. Et puis on a les dispositifs domestiques, hein, pour l'usage domestique de l'eau, qui fait l'objet d'une définition légale et qui sont, eux, soumis à un système de déclaration. Là aussi, la plupart d'entre vous est tout à fait connaisseur de ces sujets. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs dans la déclination la déclinaison du plan eau, c'est que, pour atteindre finalement cette trajectoire vertueuse qui est attendue, eh bien, il va y avoir des relèvements d'un certain nombre de seuils. Pour que l'on passe soit d'un système d'une obligation déclarative à une obligation d'autorisation, donc plus contraignante, soit pour des opérations qui n'étaient soumises à aucune formalité préalable jusqu'à présent, et bien qu'elles soient soumises à déclaration. Au niveau, une petite digression pour terminer cette partie, par le code de l'urbanisme, puisque c'est une question qui nous est souvent posée, hein, en droit de l'urbanisme. Est-ce que l'on peut refuser un permis de construire ou l'assortir de réserves ou de prescriptions en raison d'une ressource en eau insuffisante? Alors, il y a plusieurs motifs juridiques qui peuvent être invoqués à l'appui d'une telle décision de rejet ou d'acceptation sous réserve, mais malgré ce panel juridique, le juge est quand même très sévère, hein. Donc il faudra vraiment, si vous prenez une telle décision, être relativement circonscrit dans la motivation des actes. Donc il y a 3 motifs possibles. Le refus au titre de l'article R 111 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire en raison du fait que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Ça a été validé dans un arrêt notamment, de la cour administrative de Marseille dont vous avez la référence ici, mais le Conseil d'État ensuite a rappelé que ça ne pouvait être que la dernière solution, la solution ultime à l'épuisement de toutes les autres, dans l'hypothèse où aucune autre prescription n'est possible. Un refus au titre de l'article L 111-11 du code de l'urbanisme, le permis ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire ces travaux doivent être exécutés. Donc là aussi, il faut bien être attentif à la réalité de cette incertitude pour justifier la décision.
Et puis, on a un refus qui est moins souvent, un article qui est moins souvent invoqué, c'est le L2225-2 du CGCT. C'est en raison d'une insuffisance de points d'eau pour la défense extérieure contre l'incendie. Attention ici, parce que, vous le savez, on peut notamment réquisitionner des points d'eau privés de type piscine. Donc là encore, il faut vraiment des circonstances tout à fait précises pour pouvoir justifier cela. Donc je trouvais intéressant de faire un petit aparté sur la question du droit de l'urbanisme, parce qu'il y a aussi des correspondances avec ce droit-là. Alors je vais peut-être m'arrêter quelques instants pour recueillir vos questions en espérant, que je puisse consulter, voilà, vos questions. Alors, on va prendre le temps, hein, donc, le monsieur Laurent B, question assez longue de néophyte venant du secteur de la santé. J'exprime un besoin, identifier la façon dont les établissements sanitaires et médico-sociaux sont associés à la préservation de la ressource en eau. Alors, bon, là, évidemment, votre question est très longue et elle demandera, de s'y pencher, de manière personnalisée. Donc, je vous proposerai de vous recontacter, hein, bien sûr, pour faire suite à cela. Oui, parce que des conseils bibliographiques, hein, vous souhaitez des conseils bibliographiques, donc là, il faut évidemment prendre un temps. Donc ce que je vous invite à faire, monsieur, hein, c'est de contacter le service au 09 70 808 809, 09 70 808 809, et puis on prendra le temps, bien sûr, de répondre à vos demandes. Je prends un petit temps pour vous permettre, si vous le souhaitez, de nous interroger. Et puis, hein, j'insiste bien sur le fait que vous pouvez aussi nous faire part de, vos expériences, des difficultés en termes de ressources, qui peuvent être les vôtres, ou en termes de qualité de l'eau, d'enjeux financiers aussi, hein. J'ai, eu l'occasion, d'échanger, avec, une mère il y a quelques jours, qui, malheureusement, subit des problèmes de pollution au nitrate, hein, de ses réseaux d'eau, et qui va devoir, demander, financement de l'extension de son réseau pour finalement le dupliquer avec celui d'une commune voisine, mais qui est, avec une extension qui doit être assez longue en termes de distance, donc financièrement très coûteuse, et qui pose aussi un problème également de, salubrité des eaux, puisqu'il va y avoir c'est assez technique, hein, bien sûr, mais un mélange d'eau, qui, justifie un certain nombre de contrôles, préalables, et donc pendant ce temps-là, des difficultés d'approvisionnement des usagers, hein, de la collectivité. Donc ça, c'est quelque chose de très lourd. Il y a pas mal de communes aujourd'hui en France qui sont en situation de tension, sur, à la fois l'approvisionnement, mais aussi la qualité, et les 2 vont souvent de pair. En termes de données chiffrées, on se rend compte, hein, c'est ce que l'on évoquait en début de réunion, que la déperdition quantitative de l'eau est souvent, proportionnée à, la déperdition qualitative. Alors, on va pouvoir reprendre, notre présentation, et puis n'hésitez vraiment pas à m'arrêter si besoin. Sur le plan eau. Alors le plan eau, donc, il a été, mis en œuvre, on le rappelle, en 2023, et on a des dossiers de presse, que vous pouvez retrouver facilement, hein, sur le site dédié, hein, même en tapant dans un moteur de recherche, vous trouverez très, très facilement ces dossiers de presse qui sont publiés à échéance régulière. On a eu un dossier, 6 mois après, 1 an après, et aujourd'hui, donc au bout de 2 ans, quel est le bilan d'étape de ce plan eau? Alors ce qui est indiqué par le ministère, c'est que finalement, environ 2/3 des mesures annoncées ont déjà été mises en œuvre. Donc il y a quelque chose de plutôt positif en termes de, alors en tout cas, c'est ce qui a été communiqué par le gouvernement. Alors au niveau des chiffres clés sur la consommation humaine, un chiffre est quand même très, facile à retenir finalement, c'est que 1 litre sur 5, 20, c'est le volume moyen de déperdition dû aux fuites sur le réseau, d'eau potable. Donc là, c'est quelque chose dont on
qu'on ne peut pas se permettre finalement, et qui est, un des axes forts finalement de ce plan eau. 3 axes: organiser la sobriété des usages, optimiser la disponibilité de la ressource et préserver la qualité de l'eau. Sachant pardon, que ces axes sont totalement interdépendants. Il ne faut pas les prendre, de manière finalement, indépendante, ils se, répondent les uns et les autres. Donc un dispositif de 53 mesures. Le dossier de presse initial, hein, qui date de mars 2023 est toujours disponible. Il est très intéressant à consulter. On voit en effet que le triptyque donc est absolument, unanimement partagé dans son constat, donc la garantie d'une eau de qualité, une réponse rapide, anticipée et efficace aux crises rencontrées. Et quand on parle de crise et quand on parle d'eau, eh bien, on pense immédiatement aux phases de sécheresse, bien évidemment. On sait que le département des Pyrénées-Orientales, notamment, a été durement touché et durement touché. Et puis, des moyens financiers et techniques à disposition des territoires pour y parvenir. Donc, c'est tous azimuts, hein. Si on devait retenir, une expression à mon sens, c'est vraiment un plan tous azimuts qui mobilise encore une fois, non seulement les collectivités locales, mais aussi les particuliers qui, doivent faire attention à l'utilisation, de l'eau, donc privilégier, les douches au bain et cetera et puis, le secteur industriel avec des grands projets qui sont aujourd'hui, en phase de montée en puissance. Le secteur agricole, une fois de plus, là aussi, mobilisé. Donc 64 des mesures annoncées ont été mises en œuvre, avec des projections hydrologiques qui sont relativement pessimistes, à une exception près, c'est que la recharge potentielle annuelle augmente légèrement, ce qui est un peu contre-intuitif, légèrement dans le nord et dans le nord-est, et qui reste stable sur le reste du pays, mais en revanche, des sécheresses du sol plus sévères, plus longues, avec notamment donc une forte convergence des modélisations dans le sud de la France et en particulier donc dans le Languedoc, dans le Roussillon, également dans la vallée du Rhône, et puis, une majorité, de projections qui convergent vers une baisse des débits moyens estivaux. Ça, c'est quelque chose qui est très important en termes de conséquences, avec des diminutions sensibles dans le sud-ouest, dans les Alpes et dans le secteur méditerranéen. Partant de ce constat-là, eh bien, il est important d'organiser la sobriété des usages. Alors là, dans ces, diapositives, on a retenu les mesures qui concernent plus spécifiquement les collectivités locales. Donc quand on consulte le dossier de presse, chacune des mesures est déclinée et vous pourrez, regarder, lire attentivement, si vous le souhaitez, eh bien, quelles, autres mesures concernent quels autres acteurs et c'est vraiment intéressant de voir finalement qu'il y a une projection, massive vers l'ensemble des parties prenantes. Donc l'objectif principal, la clé de voûte, c'est moins 10 d'eau prélevée à l'horizon 2030 et donc il y en a un certain nombre de mesures pour l'État notamment. L'État et les collectivités publiques finalement, elles sont invitées à le faire et mais l'exemple doit être donné par l'État. C'est une démarche de sobriété, de lutte contre le gaspillage. Au niveau de la déclinaison de l'objectif territoire par territoire, donc chaque grand bassin versant sera doté d'un plan d'adaptation au changement climatique qui précisera donc la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d'évolution de la ressource en eau et des usages. Donc toujours cette logique que l'on a constatée donc dans d'autres domaines d'intervention de type comme pour le ZAN par exemple, c'est-à-dire finalement un plan d'adaptation, quelque chose de concret avec des données chiffrées. On peut citer également la mesure numéro 10,
puisque chacune de ces mesures a un numéro et le numéro ensuite, bien sûr, demeure, hein, donc ce qui permet d'assurer un suivi dans le temps, c'est plutôt assez lisible. Donc des objectifs chiffrés de réduction des prélèvements qui seront donc définis à l'échelle des sous-bassins, 1100 bassins, 1100 sous-bassins, à savoir donc les SAGE et les PTGE. Et donc, on l'a évoqué tout à l'heure, à l'occasion de la révision, tous les SAGE intégreront des trajectoires de prélèvement. Donc tout ça est piloté bien sûr par l'État, le préfet coordonnateur du bassin, et avec bien sûr les propositions des comités de bassin et éventuellement des commissions locales de l'eau. Mesure assez draconienne aussi, la numéro 11, il sera progressivement mis fin aux autorisations de prélèvement au-delà de ce qui est soutenable dans les bassins versants dits en déséquilibre. Donc dans ces bassins, finalement, mettre fin aux autorisations de prélèvement, ça veut dire ne plus permettre aux autorités administratives compétentes, finalement, de donner leur accord. Donc, une mesure assez autoritaire et qui montre bien, finalement, l'urgence de la situation. Autre objectif également, c'est de mieux piloter la ressource, en mesurant mieux les volumes prélevés. Donc, mesure numéro 12, l'installation de compteurs avec télétransmission des volumes prélevés sera rendue obligatoire pour tous les prélèvements importants, c'est-à-dire ceux qui correspondent au seuil d'autorisation environnementale. Donc là, ce sont les grands sites industriels qui seront concernés, hein, bien sûr, en premier lieu. Et il y a une expérimentation qui a été faite par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui est très intéressante. Le lien figure ici en rouge. Et puis, en regard de cela, les petits prélèvements. Alors, encore une fois, on essaye le but avoué, c'est finalement de jouer sur tous les leviers. Eh bien, l'encadrement des petits prélèvements sera renforcé, cette fois-ci en abaissant le seuil de déclaration des forages domestiques, tout en simplifiant la procédure de déclaration. Deuxième axe, pour ce bilan donc au printemps 2025, c'est optimiser la disponibilité de la ressource. Ça se traduit comment? Eh bien, tout d'abord en réduisant les fuites et en sécurisant l'approvisionnement en eau potable. Mesure 14, 180 millions d'euros par an d'aides supplémentaires des agences de l'eau seront dédiées au petit cycle de l'eau, notamment face donc aux investissements importants à faire pour réduire les fuites. On a 170 collectivités qui ont été vraiment recensées comme étant des points noirs avec des taux de fuite supérieurs à 50%, ce qui n'est pas soutenable, bien sûr. Et puis l'idée, c'est également de sécuriser l'alimentation, notamment donc 2000 communes, hein, c'est quand même une donnée non négligeable qui ont connu des tensions ces dernières années. Autre objectif en la matière, massifier la valorisation des eaux non conventionnelles. Donc ça, c'est le dispositif REUT, comme réutilisation, et avec le développement de 1000 projets, là aussi c'est ambitieux, hein, de réutilisation sur le territoire, donc d'ici 2027. On en redira un mot tout à l'heure. La mesure 18, qui est un appel à manifestation d'intérêt spécifique à destination des collectivités littorales pour étudier la faisabilité de projets de REUT et qui sera lancé donc par l'État en partenariat avec l'ANEL et le CEREMA. Alors c'est vrai qu'au niveau du littoral, il y a des particularités en termes de circuits, du circuit de l'eau, du cycle de l'eau et des réseaux qui sont un peu différents, qui sont des raisons techniques un peu différentes de ce qu'on connaît dans les terres. Et donc là, l'accent est mis sur les territoires littoraux de manière très nette. Autre objectif, remobiliser les ressources existantes et répondre aux besoins de développer l'hydraulique agricole dans le respect de la réglementation. Voilà, et puis on a une stratégie nationale également et un guide technique relatif à la mise en place de systèmes de recharge maîtrisés des aquifères qui seront élaborés. Et puis l'axe 3, préserver la qualité de l'eau et restaurer des écosystèmes sains et naturels. Donc là, l'objectif, c'est de prévenir la pollution
des milieux aquatiques et en particulier, on l'évoquait tout à l'heure, renforcer la protection des aires d'alimentation de captage, parce que c'est là, finalement, que la pollution peut avoir les effets les plus délétères, en fait, hein, puisque on est à la source. Donc une pollution à la source est beaucoup plus difficile à résorber, que des pollutions, plus périphériques. Mesure numéro 28 notamment, en cas de dépassement des exigences de qualité donc fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine par un pesticide, eh bien, des mesures de gestion permettant de juguler ce risque-là seront mises en place automatiquement par le préfet, en complément des mesures du plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux de la collectivité. Donc pollution aux pesticides, aux nitrates également, hein, ce sont, les pollutions chimiques aujourd'hui les plus couramment rencontrées. Et puis, il s'agira également de développer des solutions fondées sur la nature dans la gestion de l'eau, hein. 100 millions d'euros débloqués pour financer les projets de renaturation et de désimperméabilisation des collectivités dans le cadre du fonds vert. Et ça, c'est en cohérence également avec le zéro artificialisation nette, puisqu'on sait, même si la trajectoire est moins contraignante aujourd'hui qu'elle ne le fut au début, on sait que pour parvenir à ces objectifs-là, il ne suffira pas de consommer moins d'espace, il faudra nécessairement renaturer. Et renaturer, c'est très coûteux. On le sait, puisque finalement, on revient à des choses qui, normalement, sont difficilement réversibles, puisque la main de l'homme a contribué finalement à l'anthropisation du milieu, et donc c'est très difficile de revenir dessus. Et donc, il faut en effet des aides financières massives en la matière. Donc là, le fonds vert y contribue. Et puis, d'autres axes également qui sont mis en avant. L'axe 4, c'est mettre en place les moyens d'atteindre les ambitions, donc avec un financement de la politique de l'eau qui doit être assuré. Donc les agences de l'eau, bien sûr, sont votre interlocuteur majeur. C'est vraiment l'autorité principale. Et puis, la mise en place par les collectivités d'une politique tarifaire adaptée aux enjeux sera facilitée. Alors pour l'instant, c'est une mesure qui est un petit peu en pointillé. On n'a pas encore de définition exacte de ce que sera une politique tarifaire adaptée, mais l'objectif, si cela va à son terme, il y a aussi un calendrier électoral, hein, qui peut percuter tout cela, mais l'objectif, c'est quand même de permettre davantage, sous le contrôle du juge administratif bien sûr, aux collectivités et aux EPCI, finalement, par la politique tarifaire, finalement, une politique de bonus-malus, finalement, et bien, d'inciter à un certain nombre de comportements vertueux. Et l'axe 5, améliorer la gestion des périodes de sécheresse. Ça, c'est un enjeu évidemment majeur, puisque là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de réponses concrètes à apporter, si je puis dire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'adaptation au changement climatique. Donc on est davantage sur un enjeu de résilience et d'adaptation que de remédiation à des problèmes. Eh bien, l'objectif, c'est de mieux informer, de prévenir les situations de tension. Voilà, donc anticiper les années sèches, identifier les territoires les plus à risque, détecter les inadéquations entre prélèvements et ressources en période d'étiage, et puis un suivi des impacts dans le temps. Quelques exemples ici de déclinaison territoriale du plan eau qui ont vu le jour. Ça, c'est intéressant parce que le plan eau est un plan national, mais rien n'empêchait, et donc certains départements ou certaines régions qui ont vu leur intérêt, un bon intérêt, rien n'empêchait de décliner à leur niveau ce plan eau. Donc on l'évoquait tout à l'heure, hein, les Pyrénées-Orientales qui l'ont fait, donc dans un plan de résilience pour l'eau 2024-2028 avec des priorités identifiées, notamment la réutilisation des eaux grises et le financement donc de 135 projets par l'Agence de l'eau avec une convention de partenariat entre la préfecture et la direction régionale de la Banque des territoires.
Autre exemple, la région Bourgogne-Franche-Comté qui fait face à des épisodes de sécheresse depuis plusieurs années, comme d'autres régions centrales, et qui entraînent donc une baisse des débits, une détérioration de la qualité, une vulnérabilité croissante aux pressions anthropiques, c'est-à-dire celles qui sont finalement issues des investissements humains. Et donc, il est prévu de déployer les PTGE, qui semble être un outil vraiment aujourd'hui d'avenir, et puis d'accompagner les sites industriels les plus consommateurs. Voilà. Également, le secteur de l'élevage doit également s'adapter au changement climatique. Donc le bilan au printemps 2025, et bien sûr, si vous souhaitez consulter le dossier de presse dans sa globalité, encore une fois, il est disponible sur internet et c'est vraiment très intéressant. Alors, je me permets également de faire un petit retour vers notre conversation. Donc vous n'avez pas de questions pour le moment. Je vais poursuivre par un petit focus sur 2 enjeux forts. Alors on a choisi 2 enjeux, on aurait pu en choisir d'autres, 2 enjeux qui concernent tout le monde finalement. Parce que, on peut évoquer bien sûr la question de la continuité, des cours d'eau, la question de la préservation des zones humides, mais tout le monde n'est pas concerné. Alors que là, dans la recherche de la sobriété hydrique, eh bien, on a des mesures opérationnelles et des chantiers à entreprendre qui peuvent concerner tout le monde, c'est la réduction des fuites sur le réseau et la valorisation des eaux non conventionnelles pour réduire les prélèvements. Donc ces solutions, comme toujours, elles doivent s'adapter aux enjeux locaux et aux projets politiques territoriales. Donc l'instruction du 9 juillet 2024 donne un certain nombre de détails et de la feuille de route au préfet, et puis ensuite, bien sûr, décliné au niveau donc des administrations déconcentrées, mais aussi de la décentralisation, bien sûr, et des collectivités locales. Alors sur la lutte contre les fuites, on l'évoquait tout à l'heure, pour 5 litres d'eau mis en distribution, 1 litre revient au milieu naturel sans passer par le consommateur. Et ce litre qui est perdu, il est parfois perdu dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire que c'est une quantité d'eau qui peut être ensuite altérée par un certain nombre de pollutions, par un certain nombre d'éléments un peu délétères. Donc c'est quelque chose finalement qui est doublement problématique. Près d'1 milliard de mètres cubes perdus chaque année pour 875 000 kilomètres de réseau. Donc les causes principales ici, notamment l'usure des joints, la corrosion des canalisations, et eh bien, plusieurs méthodes existent pour localiser ces fuites. Donc vos services techniques sont probablement mobilisés en la matière, et donc la méthode la plus courante aujourd'hui encore, c'est la méthode acoustique, qui vise donc à écouter alors soit manuellement, soit par une écoute électronique amplifiée. Eh bien, cette méthode permet donc de localiser les points de fuite. On a d'autres méthodes qui figurent ici. Et puis on a maintenant des logiciels qui sont déployés, qui permettent donc de prévenir et de visualiser en temps réel un certain nombre de données. La vitesse d'écoulement, la pression, le débit, et le déploiement généralisé du télérelevé également des compteurs, qui doit permettre à tous les usagers d'être alertés en cas de fuite. Donc ça, ce sont des outils techniques et opérationnels qui doivent contribuer à diminuer ce pourcentage de pertes qui est beaucoup trop important. Alors évidemment, ça pose un problème de coût, évidemment. Donc là aussi, les agences de l'eau, la Banque des territoires également, on en dira un mot tout à l'heure, peuvent vous permettre de financer un certain nombre de diagnostics dans un premier temps, pourquoi pas, et éventuellement ensuite de projets de réhabilitation de vos réseaux. Avec le rappel de la loi Warsmann que l'on connaît bien, qui est un dispositif couramment utilisé aujourd'hui. Dès que le service d'eau constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé chez un occupant d'un local d'habitation, eh bien, à ce moment-là, l'abonné est immédiatement informé, et il peut ensuite, au moyen d'une facture, finalement, démontrer qu'il n'est pas, alors,
il n'est pas à l'origine de la fuite ou qu'il a fait procéder à la réparation, etc., etc. Donc là, ce dispositif qui a été intégré au CGCT est aujourd'hui bien connu à la fois des services municipaux, mais également des usagers. Deuxième focus, donc la réutilisation des eaux non conventionnelles. Alors, que sont les eaux non conventionnelles? Ce sont les eaux pluviales et de ruissellement, les eaux usées domestiques ou industrielles, les eaux grises, ce qu'on appelle les eaux grises, hein, c'est un terme aujourd'hui qui est passé dans le langage courant d'une certaine façon, hein. Ce sont les eaux qui sont issues des douches, des machines à laver notamment, et puis les eaux d'exor, hein, qui sont évacuées notamment des carrières, des grottes, des souterrains, etc., etc. Eh bien, là, l'instruction de 2024 insiste beaucoup, hein, sur, la question de la réutilisation des eaux conventionnelles, des eaux non conventionnelles, et on a tout un arsenal réglementaire de textes, qui a été, mis en œuvre, dernièrement, dont vous avez ici quelques exemples, notamment le fait que des eaux de pluie, les eaux douces, et les eaux qui sont issues de forages privés, eh bien, pourront être utilisées pour un certain nombre d'usages domestiques. Donc en fait, on décline à une échelle macro, ce que, beaucoup, de particuliers font dans leur jardin quand ils, mettent en place un puisard, un réservoir de récupération des eaux de pluie pour alimenter, leur culture. Eh bien, la logique, c'est ça, c'est de mieux utiliser aujourd'hui ces eaux non conventionnelles, qui sont des eaux qui ne sont pas, définitivement impropres, mais qui peuvent être donc réutilisées à des usages, qui, ne justifient pas finalement un traitement, pour, rendre, ces eaux potables, hein. Donc on est sur des utilisations intermédiaires et qui doivent là aussi, être beaucoup plus, fréquemment utilisées aujourd'hui. Alors quelques exemples ici d'opérations vertueuses qu'on a pu, consulter, ça ou là, notamment le fait de traiter les eaux de ruissellement par la végétation. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que, ça permet à la fois donc de végétaliser davantage les espaces urbains, ce qui est en soi, très intéressant pour notamment, les questions bien sûr de hausse de température, de captation du carbone aussi, et puis en même temps, finalement, profiter de cette végétation pour traiter les eaux de ruissellement. Donc les jardins de pluie, les nouilles urbaines, ça c'est quelque chose qui se met un petit peu en place aujourd'hui. Et puis, équiper des bâtiments de systèmes de traitement des eaux grises, là aussi c'est quelque chose qui est en train de voir le jour. Alors la valorisation, de ces eaux, elle est mise en avant par le plan eau avec un objectif donc de passer de 1 à 10 d'eau réutilisée en 2030. Là aussi, ça paraît, très, ambitieux. On verra évidemment, à l'horizon 2030, où on en est de cet objectif, sachant qu'on aura, bien sûr, des, points d'étape, réguliers, de la part du ministère de la Transition écologique en la matière. Et puis on l'évoquait tout à l'heure, le fameux programme REHUT qui lui est, dédié aux eaux, des communes littorales, aux eaux usées des communes littorales, là encore une fois parce qu'il y a des enjeux de réseau qui sont, différents. Alors sur l'instruction ministérielle, on avait, quelques éléments. L'objectif finalement, ça va être de favoriser l'instruction des dossiers, hein, de réutilisation des eaux non conventionnelles. C'est-à-dire faciliter donc pour faciliter le dépôt de dossier, il sera, demandé donc au niveau de chaque, DDT finalement, soit identifié un guichet unique, pour les porteurs de projets. Voilà, hein, donc ça, c'est quelque chose, que l'on va pouvoir suivre, et puis, les dossiers, de ces projets devront détailler les effets sur l'hydrologie des cours d'eau, en fait, hein, puisque les cours d'eau sont les réceptacles initiaux des rejets. Et ben, il faut que dans le recensement du cycle de l'eau, dans le rétablissement du cycle de l'eau et en particulier du grand cycle de l'eau, eh bien, les effets de la réutilisation des eaux non conventionnelles se fassent sentir.
Donc c'est très lourd tout ça à mettre en œuvre, hein. On est obligé de jouer sur plusieurs curseurs pour que l'objectif, global de 10 de sobriété hydrique supplémentaire soit atteint. Alors pourquoi utilise-t-on encore l'eau potable pour les chasses d'eau? Oui, ça c'est je crois qu'on sera très nombreux et unanimes à partager cette interrogation. C'est presque une hérésie, en fait, hein, d'utiliser de l'eau potable pour les chasses d'eau. Donc, on peut imaginer aujourd'hui que, des, porteurs de projets, des architectes, des techniciens, des ingénieurs planchent, sur, les agences de l'eau, probablement aussi d'ailleurs, hein, planchent sur ce sujet pour qu'on ait une utilisation beaucoup plus rationnelle des eaux domestiques et que les chasses d'eau soient alimentées par des eaux non conventionnelles avec un cycle perpétuel finalement des eaux plutôt que de l'eau potable évidemment. Voilà, merci monsieur, Laurent, hein, de nous avoir, mis le lien vers le dossier de presse Plan Eau, voilà, mars 2025. On va pouvoir dire un mot également, des offres de la Banque des territoires, puisque la Banque des territoires est très mobilisée dans, cette question de la gestion de la ressource en eau, avec notamment la, possibilité de contracter ce qu'on appelle un aquaprêt, hein. Chaque année, donc les collectivités qui investissent environ 10 milliards d'euros dans les infrastructures de l'eau. Et donc l'aquaprêt est une solution de financement que la Banque des territoires vous propose donc pour vous accompagner à la fois, dans le petit et dans le grand cycle, de l'eau, avec donc des projets qui contribuent à une meilleure gestion des ressources. Donc c'est à la fois la distribution de l'eau potable, la collecte et l'assainissement des eaux usées, le recueil des eaux pluviales, mais aussi la Gemapi qui sont éligibles à ce prêt. Le lien, vers la page figure ici. Donc c'est l'aquaprêt, c'est un dispositif qui fonctionne bien et on a eu, 2 milliards d'euros, hein, déjà qui ont permis de financer, hein, donc au titre de l'aquaprêt, un certain nombre d'investissements. Et puis un autre dispositif complémentaire qui s'intitule AquaRepère, qui a été annoncé dernièrement, hein, le 24 mars dernier par la Banque des territoires à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. C'est un nouvel outil digital, gratuit, qui est un outil d'aide à la décision qui va vous permettre finalement de visualiser, l'état des ressources en eau, dans votre territoire pour pouvoir anticiper les évolutions et donc mieux comprendre les impacts du changement climatique. Voilà. Alors il y a aussi, donc ça c'est AquaRepère, c'est le premier lien qui figure en bas de la page, hein, aquarepère.banquedesterritoires.fr et puis vous avez un site national qui a, une vocation, analogue, c'est aquagir.fr, très intéressant également et là qui résulte finalement d'un partenariat entre la Banque des territoires, mais aussi, le CEREMA, l'Office français pour, la biodiversité, le ministère de l'écologie, le BRGM également et les agences de l'eau, hein. Voilà, donc pour là aussi, vous, apporter un recensement en temps réel, des ressources disponibles. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir anticiper, et finalement aussi, planifier de manière plus, équilibrée finalement, notamment au niveau du SAGE ou du PTGE. Encore une fois, intégrer les trajectoires chiffrées, hein, les projections chiffrées, mais également mieux anticiper. Il y a des enjeux également très importants sur la prévention des inondations, bien sûr, puisque il va falloir, dans certains territoires, repenser, l'urbanisme, repenser l'aménagement, restaurer un certain nombre de milieux naturels qui permettent de mieux infiltrer finalement, les eaux, de mieux infiltrer les crues potentielles, même si on ne peut pas tout faire uniquement par cela, mais au moins, réduire un certain nombre de risques. Donc tout ça sont, des questions, très, très importantes pour les années qui viennent, bien sûr.
Alors, je m'arrête quelques instants puisque personne est en train d'écrire. Un sujet qu'on a moins abordé, on peut en dire un mot, hein, c'est la question du cheminement des eaux, hein. C'est-à-dire qu'au niveau des sages, il y a un grand nombre de sages qui s'intéressent beaucoup à cette question du cheminement de l'eau. Donc l'idée, c'est finalement de repenser les composantes paysagères, de repenser le maillage, bocager pour finalement, mieux rationaliser finalement le cheminement naturel de l'eau et donc induire moins de déperdition. Donc là, on est vraiment à l'échelle des bassins versants. Il est très important que pour l'écoulement de surface et de subsurface sur les versants, eh bien, on ait quelque chose qui soit, plus, adéquat. Hein, ce qu'il y a eu finalement avec l'agriculture intensive, notamment avec la réduction des bocages, il y a eu ces dernières décennies de la déperdition dont on mesure aujourd'hui malheureusement les conséquences. Et puis les zones humides, là aussi on peut dire un mot des zones humides, hein, puisque, ce sont alors il y a un article du code de l'environnement qui les définit, hein, ce sont des terrains donc exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Une définition assez précise. Eh bien, ces, zones humides, elles ont, beaucoup de vertus puisque non seulement elles constituent finalement une éponge, permettant une meilleure régulation hydrologique, hein, en cas d'épisodes pluvieux ou de crues, mais elles permettent aussi de mieux filtrer l'eau, en fait, hein, puisqu'elles ont un rôle de filtre épurateur naturel, hein, en piégeant et en éliminant les polluants, hein, donc les métaux lourds, les produits phytosanitaires, les nitrates, et cetera, et cetera. C'est aussi un réservoir pour la biodiversité, donc la préservation des zones humides, ça aussi, c'est quelque chose qui contribue très en amont à, la résilience finalement dans l'utilisation dans la gestion de l'eau. Alors, le logiciel AquaRepère est-il lié à Explore 2, notamment pour, la partie prospective? Oui, il y a eu un travail, alors je ne connais pas les détails, mais il y a eu un travail conjoint en effet, puisque l'OFB, a beaucoup travaillé sur ce logiciel. Donc c'est très probablement lié à Explore 2, en effet. Madame, Corinne Savary, est-ce qu'on ne devrait pas revoir aussi les toilettes séparatives pour utiliser l'urine comme engrais alternatif, avec une réduction drastique des engrais chimiques? Oui, je sais que c'est quelque chose, j'ai lu cela également, qui est, aujourd'hui en 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 prospective, en fait, hein. En prospective, il y a des personnes qui travaillent sur ces sujets-là, en effet. En effet. Y a-t-il un plan massif de ressortir les rues? Sur les rues, effectivement, alors, c'est très intéressant votre question madame, c'est vraiment des réseaux par capillarité et c'est vrai qu'il y a eu une déperdition énorme des rues, ces dernières décennies, finalement, hein, dans nos campagnes et alors est-ce qu'il existe un plan massif de ressortir? Malheureusement, je ne le crois pas. En tout cas, le plan eau n'y fait pas référence. Donc probablement que, c'est quelque chose qui peut se faire peut-être à un niveau très local, sur des zones très limitées, mais un plan massif au niveau national, non, ça n'est pas à l'ordre du jour. Oui, et c'est vrai que c'est vraiment, important de penser absolument à d'être très inventif et très créatif finalement sur l'ensemble des solutions. Là, il y a par contre davantage de travail fait sur la restauration des bocages, hein, donc ressortir les rues, non. Restaurer les bocages, oui. Ça n'a pas qu'un impact sur la gestion de l'eau, ça a d'autres effets vertueux, mais également, ça permet de davantage protéger notamment les eaux de ruissellement en particulier, hein.
dans la régulation du régime des eaux, finalement, des haies qui seraient perpendiculaires aux pentes, par exemple, c'est quelque chose qui permet d'augmenter l'infiltration et d'atténuer le ruissellement sur les versants. Donc ça, c'est un travail d'aménagement qui est fait dans pas mal de régions aujourd'hui. Alors, je vous laisse rédiger dans notre chat. Il y a on peut en profiter aussi pour dire quelques mots de la zone d'expansion des crues également, hein. C'est un dispositif dont on n'a pas parlé, donc la ZEC, zone d'expansion des crues. C'est un espace, donc naturel ou aménagé, où vont se répandre les eaux, lors de, débordements, hein, de cours d'eau en cas de crue. Eh bien, le, stockage finalement de ces eaux-là, un stockage provisoire, va permettre finalement d'écrêter la crue et d'étaler la durée d'écoulement, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est également réfléchi par notamment les EPCI compétents en matière de GEMAPI. Donc ça constitue une des zones tampons en fait, hein. Voilà. Donc beaucoup, beaucoup d'outils. On va continuer de suivre avec beaucoup d'attention donc le plan eau. N'hésitez pas à consulter donc l'ensemble de ces dossiers de presse, l'instruction de 2024, les documents qui figurent en lien dans notre diaporama également, de vous rapprocher des agences de l'eau qui sont votre interlocuteur privilégié en la matière. Également, au niveau des commissions locales de l'eau, vous avez des rapports, hein, de ces commissions qui, là aussi, doivent finalement fournir un certain nombre de constats, de diagnostics et de solutions opérationnelles au niveau local. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin si vous recherchez des financements, eh bien, n'hésitez pas à contacter également donc, votre direction régionale de la Banque des Territoires pour ouvrir un dossier, instruire un dossier donc pour permettre de contracter éventuellement un aquaprêt. Voilà pour tous ces éléments. Catherine et moi, nous vous remercions pour votre participation et votre présence. On espère que cet échange vous a permis d'avoir des éléments de réponse à un certain nombre d'interrogations, de vous présenter des clarifications. Et nous vous souhaitons d'ores et déjà un très bel été. On aura un dernier webinaire, nous organisons un dernier webinaire jeudi prochain, le 10 juillet, qui sera consacré à la réforme des redevances des agences de l'eau. Là aussi, alors un sujet assez technique, voilà, oui, assez technique. Et c'est vrai qu'on avait eu une réforme qui a été mise en place à l'automne et qui aujourd'hui, avec un peu plus de recul, nous permettra de répondre à vos interrogations. Donc très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci à tous, merci Benjamin. Merci beaucoup. Nous vous enverrons le replay, de ce webinaire d'ici quelques jours. Bonne journée à tous. Au Bonne revoir. journée à tous. Au revoir.